Je n'arrive toujours pas à croire que je suis encore en vie. Ils allaient me tuer. L'un d'eux était armé d'un couteau. Il y avait du sang partout. La Thaïlande est un pays magnifique, les gens sont gentils, mais un drame s'est produit. Il m'a tendu le téléphone et j'ai dit que mon mari était sûrement mort. Malcolm et Lindy Robertson ont toujours rêvé de parcourir le monde. Pour les 40 ans de l'un de nos amis, on a organisé un voyage en Thaïlande. C'était la première fois qu'on allait en Asie. On était conquis. On trouvait que c'était un pays incroyable. C'est abordable, on y mange bien et les habitants sont aimables. On était assis sur le sable et Malcolm m'a dit qu'un jour, on achèterait un bateau et qu'on jetterait l'ancre sur cette plage. Bien entendu, à l'époque, on n'y croyait pas une seule seconde. C'était trop beau pour être vrai. On s'est dit qu'on n'y arriverait jamais. Mais 20 ans plus tard, alors qu'on était sur notre voilier, on est retourné là-bas. C'était un moment magique. On pensait être en sécurité. Mais regardez ce qui nous est arrivé. C'est le comble de l'ironie. Lindy épouse Malcolm en 1984. Mais ils étaient déjà amis avant cela. Chacun d'eux a déjà 2 enfants nés d'une précédente union, 3 garçons et une fille. Malcolm était un bel homme très charismatique. C'était le genre de personne à côté de qui on voulait s'asseoir lors d'un dîner. Il était drôle. T'as quel âge? J'ai 35 ans. 65. Tout le monde voulait être ami avec Malcolm. Il aimait faire la fête. Il avait l'habitude d'assister à des soirées ou à des dîners. Mes parents faisaient un très beau couple. Ils avaient une vie sociale bien remplie, ils voyageaient beaucoup. Ils aimaient aller à des dîners ou à des fêtes chics. On avait l'habitude de les voir comme ça. Ils étaient vraiment aimés de tous. Malcolm m'a énormément apporté. Il était très spontané, aventureux. Il prévoyait toujours des choses à faire avec les enfants le week-end. Il les adorait. Les Robertson dirigent une chaîne de cafés à succès à Hastings, leur ville natale. Quand j'ai rencontré Malcolm, il tenait une petite boulangerie. Mon père dégageait une aura particulière. Il avait une forte personnalité. Tout ce qu'il faisait, il le faisait à fond. On a pris des risques. On a hypothéqué notre maison une 2e fois pour pouvoir agrandir. Notre vie est devenue mouvementée. J'avais toujours voulu faire partie de leur entreprise. J'ai démarré ma carrière à un très jeune âge. Je pense que la perspective de travailler en famille m'a attirée. C'est quelque chose qu'on n'a jamais perdu. Mes parents avaient le sens des affaires. Malcolm dirigeait la société depuis son bureau et supervisait les boulangers. On dit souvent femme heureuse, vie heureuse, mais dans ma famille, c'était plutôt l'inverse. Quand lui était heureux, on l'était aussi. Il pouvait être assez lunatique. Avec le recul, je me rends compte que c'était parce qu'il menait une vie stressante. Il avait 4 enfants et une entreprise à gérer. C'était l'une des raisons de ses sautes d'humeur. Mais heureusement, quand on a commencé à voyager en bateau, tout a changé. En 1998, à 54 et 47 ans, Malcolm et Lindy partent en semi-retraite, achètent un voilier de 13 mètres de long et confient la gestion de l'entreprise à leurs enfants. Au départ, on ne comptait pas faire le tour du monde. On voulait explorer la Méditerranée pour voir si je réussissais à naviguer, si ça me plaisait. J'étais une débutante à l'époque. Malcolm, lui, il savait déjà qu'il aimait ça. C'était moi qui traînais un peu des pieds parce que j'étais réticente à quitter ma famille et ma fille qui venait d'accoucher. Ça m'avait toujours un peu dissuadée de partir. Mais une fois dans la Méditerranée, j'ai commencé à aimer le bateau et on a voulu passer à la vitesse supérieure. Je n'ai qu'un slip. Oh, attends, il faut que je filme ça. Tourne-toi. Le couple parcourt le monde ensemble. Ils traversent l'Atlantique à bord de leur voilier, le Mr Bean. Voici notre bateau, le Mr Bean, dans la marina d'Alcudia. Et voilà le capitaine. Fais coucou, Malcolm. Ils nous avaient invités à séjourner sur leur bateau à Majorque. Venez 2 semaines, ce sera génial. Sur le voilier, Malcolm était un autre homme. T'es bien conservé pour un vieux de 60 ans. Toi aussi.
Et toi aussi. Ce Malcolm-là était différent. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'était dingue. On aurait dit qu'il était redevenu un petit garçon. Fais attention à ne pas te couper une partie très importante en bas. Quand on a acheté notre voilier, j'avais des idées de surnoms à lui donner. Des choses romantiques du genre Lagon Bleu. Mais Malcolm était catégorique. Non, ce bateau s'appellera Mr Bean. C'était le nom de notre chaîne de café à l'époque. C'est grâce à Mr Bean qu'on a pu acheter ce voilier. Malcolm disait souvent qu'il avait reçu une lettre de Rowan Atkinson qui lui donnait la permission d'utiliser ce nom. C'était complètement faux, mais ça faisait une bonne anecdote à raconter lors d'un dîner. La navigation lui a ouvert le cœur. Malcolm et Lindy se préparent à passer leur vie sur l'océan. Quand Malcolm a décidé d'acheter un bateau et de faire le tour du monde, il manquait encore d'expérience dans ce domaine. Alors j'ai posé une condition. Si on sautait le pas, on devait le faire bien. Je lui ai demandé d'apprendre tout ce qu'il pouvait sur la navigation. Il a accepté. Mais il m'a dit que si jamais il tombait par-dessus bord un jour, je devais moi aussi être capable de naviguer. On n'a pas pris ce projet à la légère. On savait que c'était une aventure sérieuse et qu'on devait s'y préparer. Je n'ai jamais eu peur pour eux. Papa était capable de tout faire. C'était un vrai pilier. Il pouvait régler n'importe quel problème. On faisait une bonne équipe. On a passé 3 ans en Thaïlande, même si on revenait régulièrement chez nous pour voir nos enfants. On laissait notre bateau là-bas, mais on finissait toujours par y retourner. On adorait ça. Je ne me suis jamais inquiété pour eux. J'ai passé beaucoup de temps en Thaïlande pour le travail. C'est l'endroit le plus sûr qui existe. En mars 2009, à 64 et 58 ans, Malcolm et Lindy naviguent en direction de Langkawi et longent la côte thaïlandaise. Là-bas, on trouve les îles Butang. C'est un endroit magnifique, c'est très reculé. Il n'y a pas d'hôtel, pas d'infrastructure, les îles ne sont pas aménagées. Mais quand on nage ou qu'on fait de la plongée dans ce coin, on voit des choses incroyables. On connaissait assez bien cette zone, on l'avait déjà visitée 2 ans plus tôt. On savait où on allait et ce à quoi il fallait s'attendre. Mais pour nous, ce n'étaient que des îles isolées. Elles n'abritaient rien ni personne. Malcolm et Lindy naviguent depuis plus de 10 ans. Ils ont conscience des dangers que dissimule l'océan. On avait décidé de rester en Thaïlande parce que les pirates sévissent beaucoup sur la côte indienne. On s'était dit qu'il valait mieux ne pas bouger tant que notre sécurité n'était pas garantie. À l'époque, la Thaïlande était un pays où il faisait bon vivre. Des touristes des 4 coins du monde y affluaient et étaient très bien accueillis. Mais parfois, quand ils partent en vacances là-bas, les gens oublient que la culture et la société locale sont très différentes. Et comme tous les pays, la Thaïlande aussi a ses problèmes. L'un des plus sinistres secrets thaïlandais se cache à proximité de ses rivages. Dans la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande, il existe un trafic de migrants birmans qui sont forcés à travailler à bord de bateaux de pêche. Ils sont piégés sur ces navires d'esclaves durant des années. La flotte de pêche thaïlandaise est grande. Elle couvre une immense partie du monde. Beaucoup de ces bateaux arborent un drapeau thaïlandais et une grande quantité des poissons ainsi pêchés finissent sur le marché anglais. C'est une réalité dont il faut avoir conscience. Le jour de notre arrivée sur cette île, on se serait cru au paradis. C'était un rêve éveillé. Pourtant, j'ai eu comme un pressentiment. C'était très étrange. J'ai dit à Malcolm, aujourd'hui on est très heureux. Mais tu crois que cette vie parfaite qu'on mène pourra un jour nous être enlevée? Il m'a assuré que non. On était au paradis. Pourquoi penser une chose pareille? Toute notre famille était en bonne santé. Rien ne pouvait nous arriver. En mars 2009, Lindy et Malcolm Robertson naviguent dans les îles Butang au sud de la Thaïlande. Lindy revient de sa baignade et le couple est prêt à lever l'ancre. On commençait à partir et j'ai dit quelque chose que je regrette encore aujourd'hui. Je trouvais dommage que Malcolm n'ait pas fait de snorkeling parce que l'île était magnifique.
Alors je lui ai proposé d'y retourner et de partir tôt le lendemain matin. Et c'est ce qui s'est passé, on a fait demi-tour. On a fait comme d'habitude, on a allumé le barbecue à l'arrière du bateau, on a dîné. Le coucher de soleil était sublime. Cette nuit-là, il faisait très chaud. Il n'y avait pas de vent du tout. Quand on vit en mer, on se lève très tôt le matin. On était tous les deux épuisés. On est descendus dans la cabine, puis Malcolm a proposé que je dorme là et que lui dorme dans l'autre cabine à l'avant pour qu'on ait plus d'air et qu'il fasse plus frais. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. On est tous les deux partis dans nos cabines respectives pour éviter de se tenir chaud. Il devait être 21h30 ou 22h quand on est allé se coucher et on s'est endormi tout de suite. Mais la nuit ne tarde pas à prendre un sinistre tournant. Je me suis réveillée en sursaut quand j'ai entendu de gros coups. J'ai cru que le courant avait changé de direction et que les vagues déferlaient sur la bouée. Mais quelques secondes plus tard, j'ai senti qu'on était en danger. J'ai sauté hors du lit et j'ai appelé Malcolm en hurlant. C'est là que 3 jeunes hommes m'ont sauté dessus et m'ont empêché de bouger. L'un d'eux m'a assommé avec un marteau. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais bâillonnée et ligotée. Les 3 garçons étaient assez petits, mais ils n'étaient pas chétifs pour autant. L'un d'entre eux m'a immobilisée à lui tout seul et m'a roué de coups. Il avait beaucoup de force. J'étais dans la position la plus vulnérable dans laquelle une femme puisse se retrouver. J'étais terrifiée. Il était jeune, mais il aurait pu me tuer si je m'étais débattue. Il était armé d'un couteau qu'il avait trouvé sur le bateau. À un moment, j'ai même cru qu'il allait s'en servir. Je n'arrêtais pas de hurler. « Malcolm, où est Malcolm ?» Il a essayé de me rassurer. Il l'avait surnommé Papa et il répétait « Papa va bien, Papa va bien ». Je me suis dit que Malcolm était ligoté dans la cabine à l'avant du bateau, alors j'ai tenté de me calmer. Au moment de l'attaque, je ne comprenais pas ce que ces garçons voulaient. Ils ont mis le bateau à sac, ils ont tout cassé, ils ont cherché si on avait des objets de valeur à bord. Moi, j'étais à l'affût de bruits pouvant indiquer que mon mari était toujours en vie. Ils ont ensuite essayé de démarrer le moteur. J'ai cru qu'ils étaient en fait des pirates et qu'ils voulaient voler le voilier parce que c'est une chose dont on avait beaucoup entendu parler. Ils ont fini par venir me voir et ils m'ont traîné jusqu'au moteur du bateau pour que je le démarre. Lindy tend l'oreille dans l'espoir d'entendre Malcolm. Même si j'avais les yeux bandés, je pouvais toujours regarder par terre. Il faisait sombre. Mais quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu du sang partout. Je pouvais le sentir sous mes pieds. Il était épais. J'ai rapidement regardé autour de moi. J'espérais apercevoir Malcolm, mais je n'ai rien vu à part du sang. Personne n'aurait pu survivre après en avoir perdu autant. J'étais sûre qu'il l'avait tué. Je savais que dans le cas contraire, il aurait tout fait pour m'aider. Alors que Lindy réalise l'horreur de la situation, ses agresseurs la forcent à les aider. Grâce à mon aide, ils ont réussi à faire démarrer le bateau. Puis ils m'ont poussé en bas des escaliers. Et j'ai à nouveau perdu connaissance. Ils se servaient de la violence comme d'un moyen pour prendre le contrôle de la situation. Je suis revenue à moi dans la cabine à l'arrière du bateau. Le plus jeune m'a dit de ne pas bouger. Je ne voulais qu'une chose, c'était d'en finir avec tout ça. Recouverte de sang et d'hématomes, Lindy est prise en otage pendant 10 heures. Le seul moyen pour moi d'avoir une idée de l'heure qu'il était, c'était de regarder l'écoutille au plafond. Au lever du soleil, j'ai vu qu'il y avait plus de lumière. Je me suis dit qu'il n'allait pas vouloir être vu sur le bateau en plein jour. Les gens se seraient doutés de quelque chose. 3 garçons sur un bateau anglais, c'était suspect. J'avais conscience que mon temps était compté. Je savais que j'étais en danger. J'étais persuadée qu'ils allaient me tuer, parce qu'après tout, j'étais une témoin. Mais les 3 agresseurs ont du mal à manœuvrer le voilier.
Je les ai entendus lâcher le canot pneumatique à l'arrière du bateau. Ça voulait dire qu'on était assez proche de la terre ferme pour pouvoir rejoindre le rivage. J'ai aussi senti l'essence qu'ils ont mis dans le moteur, mais je savais que le canot ne fonctionnerait pas et qu'il n'irait pas bien loin. Moi, j'étais toujours ligotée. Quand j'ai entendu le moteur démarrer, j'ai compris que c'était le moment de s'enfuir. Je ne sais pas comment j'ai fait pour dénouer mes liens, mais j'ai réussi. Je me suis libérée et je suis montée dans le cockpit. J'ai vu les 3 garçons qui s'éloignaient du bateau, mais je ne voulais surtout pas croiser leurs regards. À ce moment-là, le canot a arrêté de fonctionner. Ils ont essayé de rejoindre le bateau en utilisant leurs mains comme pagaie. Ils m'ont hurlé de m'arrêter. Je les ai regardés et j'ai accéléré à fond. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à croire que j'ai réussi à m'échapper. Ils étaient tout près du voilier. Je pense que je ne serais pas assise là aujourd'hui s'ils étaient parvenus à remonter à bord. Tandis que Lindy s'enfuit, elle reçoit une aide inespérée. Au loin, j'ai aperçu un bateau de pêche. J'ai essayé de leur envoyer un appel de détresse, mais ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas eu le choix. J'ai été forcée de foncer droit sur eux. Ils ont dû se dire que j'étais une Anglaise complètement cinglée. D'une main, j'agitais mon paréo pour attirer leur attention, et de l'autre, je manœuvrais le voilier. Mais dès que je m'approchais d'eux, ils changeaient de direction. Heureusement, mon bateau allait plus vite que le leur, alors je leur ai foncé dessus. Après ça, j'ai lancé un cordage et j'ai sauté à bord dès que j'ai pu. Je me suis effondrée sur leur pont. Après 10 heures d'enfer, Lindy est enfin en sécurité. Les pêcheurs ont été très gentils avec moi. Ils ne savaient pas ce que je venais de vivre, mais ils voyaient bien que j'étais bouleversée. Ils m'ont donné de l'eau et en ont versé sur ma tête pour me rafraîchir et me calmer. Je n'arrêtais pas de leur répéter « Montez à bord et allez dans la cabine, vous verrez ». L'un d'eux y est allé et quand il est remonté, il était sous le choc. Mais il a dit qu'il n'avait pas vu le corps de Malcolm sur le bateau. Je ne sais pas vraiment à quel moment il a été jeté par-dessus bord, mais je savais au fond de moi qu'il l'avait tué. C'était affreux. J'ai eu de la chance, parce que l'un des pêcheurs avait un téléphone portable. Il me l'a tendu, et à l'autre bout du fil, c'était un officier de police thaïlandais qui parlait anglais. Il m'a demandé ce qui m'était arrivé. Je lui ai répondu que je ne savais pas trop ce qui s'était passé, mais que mon mari était sûrement mort. Je lui ai signalé que mes 3 agresseurs étaient partis sur un canot et qu'ils pouvaient les rattraper s'ils venaient sur le champ. Une dizaine de minutes plus tard, la police est arrivée sur le bateau de pêche et j'ai dit aux officiers de ne pas perdre de temps s'ils voulaient les poursuivre. Grâce aux instructions claires de Lindy, la police retrouve les 3 garçons à bord du canot volé et les arrête. Ils les ont amenés sur le bateau de police. J'étais terrifiée. Je ne voulais pas m'approcher d'eux. Les autorités thaïlandaises ont une manière différente de procéder. Les officiers étaient très agressifs envers eux. Mais à ce stade, j'en avais assez de toute cette violence. Je refusais d'assister à ça. J'ai essayé de calmer la police. Elle les a menottés et ligotés. Toutes les preuves étaient là. Le couteau et le marteau ont été retrouvés dans un seau sur le canot. On a mis 10 minutes pour revenir sur le continent. J'ai été contrainte d'embarquer avec eux. Par chance, Lindy n'a pas à rester longtemps avec ses agresseurs. La nouvelle de l'attaque se propage rapidement, et quand Lindy atteint le rivage, la presse des 4 coins du monde est déjà rassemblée. On a entendu des propos confus au sujet d'un homme britannique tué au large de la Thaïlande. À l'époque, cette affaire a fait beaucoup de bruit. On a concentré tous nos efforts pour tenter de rassembler autant d'informations que possible. Alors que Lindy se trouve toujours en Thaïlande, elle fait la une des journaux. À mon arrivée,
j'ai tout de suite remarqué Lindy. J'ai pris une photo d'elle particulièrement mémorable, sur laquelle on la voit se ronger les ongles. On lit sur son visage qu'elle est dans un état second et qu'elle est profondément traumatisée. Elle essaie de comprendre ce qui se passe et ce qu'elle est censée faire après ça. Le lendemain, cette photo était partout. Elle a fait la une de presque tous les journaux anglais. La presse était déjà là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que je devais contacter ma famille et mes enfants sans attendre, avant qu'ils n'apprennent la nouvelle dans les journaux. J'ai supplié l'un des officiers de me rendre mon portable et il a accepté de me le donner. J'ai appelé mon fils. C'était la première fois que je reparlais à ma famille depuis l'attaque. Je ne savais pas comment le préparer à une annonce pareille. Ça a été très difficile. Je ne lui ai pas dit que je pensais que son père était mort. Je ne voulais pas qu'il entende ça au téléphone. Je lui ai dit qu'il avait simplement disparu et que la police ne le retrouvait pas. Mon téléphone a sonné. J'ai trouvé ça bizarre, c'était au beau milieu de la nuit. Mon frère Darren m'a dit que je devais le rejoindre parce que notre père était porté disparu. Je lui ai répondu, comment ça, il a disparu? Il m'a ensuite parlé de pirates. J'étais perdue. Je lui ai dit, quoi, des pirates? Ça ne me paraissait pas réel, c'est le genre d'histoire qu'on ne lit que dans les livres. Pour moi, mon père s'était simplement rendu sur une petite île, rien de plus. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse être victime d'une chose pareille. S'il y avait bien quelqu'un qui pouvait survivre et rejoindre la terre ferme après avoir été jeté par-dessus bord, c'était Malcolm. Pendant une courte période, j'ai cru qu'on finirait par le retrouver sur une île du coin. Quand ils apprennent l'horrible nouvelle, les 4 enfants décident de se rendre aux côtés de leur mère. On n'a pas hésité une seule seconde à aller en Thaïlande. On a rapidement contacté l'ambassade. Elle avait déjà entendu parler de ce qui était arrivé à ma mère, qui avait été conduite à l'hôpital. Ils ont tout arrangé pour que quelqu'un nous emmène à l'aéroport. Darren, Ben et moi, on est arrivés dans un bar. À l'intérieur, il y avait une gigantesque télé. Ils parlaient de l'attaque sur le bateau aux infos. Voilà où la situation en était. La famille ne s'attend pas à ce que les médias aient accès à la scène de crime. Les journalistes avaient photographié l'intérieur du voilier. On est tombé sur ces photos sans s'y attendre. Il n'y a plus de place pour le doute. Un drame s'est bel et bien produit. On aurait dit que ça sortait tout droit d'un film d'horreur. Après l'affreuse agression de Lindy, ces 4 enfants sautent dans un avion pour la Thaïlande. On ignorait à quoi s'attendre. J'ai pleuré pendant tout le vol et je ne savais même pas pourquoi. Je n'ai jamais été aussi heureuse que quand j'ai vu mes enfants ce jour-là et que je les ai pris dans mes bras. Ça m'a fait de la peine de voir ma mère dans cet état. Elle avait l'air traumatisée. Elle a dû se sentir beaucoup mieux quand elle a vu sa famille la rejoindre après avoir vécu une situation aussi atroce. Puisqu'ils pensaient que Malcolm était porté disparu, ils avaient distribué des tracts avec sa photo. Ma mère a dit « Papa n'est plus là ». Au fond de moi, je savais qu'il était mort. Mais je ne voulais pas y faire face. Je pensais que mon père serait toujours auprès de nous. Pardon. Les enfants prennent conscience de ce que Lindy a dû endurer. Mes 3 frères partageaient une chambre et ma mère et moi, on en avait loué une deuxième. Il y avait un grand lit double. Je me souviens m'être réveillée une nuit parce que ma mère s'est assise d'un coup et elle s'est mise à hurler. Elle était en nage. Mais le cauchemar qu'elle avait fait n'en était pas vraiment un. C'était la réalité. Je ne peux même pas imaginer ce qu'elle a ressenti après avoir été victime d'une chose pareille. En Angleterre, le reste de la famille est harcelé par les médias.
Mon grand frère John est plus ou moins le chef de famille. Il s'est chargé de gérer la presse. Dans notre ville, les journalistes harcelaient mon entourage et leur demandaient des interviews. Dès le matin, à 7h30, ils venaient frapper à notre porte pour nous demander de témoigner. La presse était postée devant chez moi, devant notre entreprise, devant la maison des membres de notre famille. J'ai dû déscolariser mes enfants parce qu'à chaque recoin de la ville, il y avait d'immenses photos de mon père. Ils en parlaient tous les soirs aux infos et tous les jours dans les journaux. Je ne pensais pas que cette affaire défraierait autant la chronique. C'est terrible pour les familles des victimes. Elles se font assaillir de questions par différentes chaînes d'information. Le frère de Lindy a été le premier à en parler. Et le lendemain, Lindy a décidé de se faire entendre elle aussi. J'ai accepté d'accorder une interview à Alastair Litted parce que j'avais conscience que je devais maintenir l'intérêt autour de cette affaire. J'avais peur que si je ne le faisais pas, la police thaïlandaise ne ferait pas le nécessaire pour retrouver le corps de Malcolm. J'ai vu du sang partout. Lindy était très calme, même si elle devait bouillir à l'intérieur. Alors que le monde de Lindy s'écroule, elle envisage une terrifiante possibilité. À l'époque, je me demandais comment prouver que ce qui m'était arrivé s'était vraiment produit. C'était ma parole contre la leur, et je ne savais pas pourquoi ces garçons avaient fait ça. Même s'il y avait des preuves sur le bateau, j'aurais pu être condamnée s'ils décidaient de nier. Et dans ce cas, je n'aurais rien pu prouver. J'étais terrifiée. Lindy n'a d'autre choix que d'espérer qu'il y ait assez de preuves pour les poursuivre pour meurtre. Il existe une loi très étrange en Thaïlande. Si le corps de la victime n'est pas retrouvé, il devient très difficile d'entamer des poursuites pour meurtre. Lindy redoutait que ce soit le cas ici, et qu'il ne soit mis en examen que pour l'abordage du voilier, les vols et la prise d'otage dont elle avait été victime. Je me trouvais dans un pays étranger. Je devais me soumettre aux lois locales. Je n'arrivais pas à croire qu'à cause de cela, les poursuites ne pouvaient pas aboutir. Je pensais que ce n'était qu'une rumeur. Je n'y croyais pas, mais c'était pourtant vrai. C'est dingue. Je voulais que Malcolm puisse retourner chez lui. Je refusais de le laisser flotter dans l'océan pour l'éternité. Il devait rentrer à la maison. Les autorités thaïlandaises continuent à chercher le corps de Malcolm. Quand la police scientifique termine de prélever des échantillons de sang et des empreintes, elle rend le voilier à la famille Robertson. Lindy était bien évidemment traumatisée par ce qui lui était arrivé. La perte de Malcolm l'a anéantie. Malgré ça, elle a fait les démarches nécessaires, en particulier concernant le voilier. Le bateau était couvert de sang et de débris de verre. Ma mère a dû marcher dessus. Ça faisait peur à voir. Il y avait du sang partout là où Malcolm s'était fait tuer. Les autorités et la police ne comptaient pas le nettoyer. Qui d'autre allait le faire? C'était affreux. On a dû monter sur le bateau pour le nettoyer. Ça ne serait pas arrivé en Angleterre. Ça a été une expérience traumatisante, tant pour moi que pour ma famille. On a réalisé ce que Malcolm avait subi. J'ai descendu les escaliers du bateau qui menaient dans la cabine principale. Avec Darren, on était par terre et on nettoyait le sol. À un moment, on s'est retrouvés face à face. On s'est regardés et on n'a pas su quoi dire. C'était une situation inconcevable. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de nettoyer une scène de crime. Les recherches suivent leur cours pendant une semaine, tandis que la famille Robertson est désespérée. À ce stade, on ne se concentrait plus sur l'agression ou sur le meurtre de Malcolm. On voulait seulement que son corps soit retrouvé. On avait perdu tout espoir. L'océan est tellement vaste. Je croyais que je repartirais sans lui. Mais la police thaïlandaise passe à la vitesse supérieure quand la famille Robertson décide de faire pression. On a rencontré un homme sur un chantier naval. Il était plongeur. Il nous a demandé si la police nous avait posé des questions, comme le poids de notre père ou ce qu'il avait mangé la veille au soir. Ce n'était pas le cas. Alors il a dit, ils ne le retrouveront pas. Après ça, je l'ai supplié de parler à l'ambassade britannique. Ces informations permettent de déterminer jusqu'où le corps aurait pu flotter. La police étend ses recherches et une semaine après l'attaque, la famille Robertson reçoit enfin la nouvelle tant espérée.
L'ambassade a reçu un appel qui disait qu'un corps avait été trouvé par des pêcheurs. C'est comme si la situation était redevenue réelle d'un coup. Mon père avait peut-être été retrouvé et c'était ce qu'on voulait, mais on ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. On a tous été conduits sur un chantier naval et ils ont confirmé que c'était bien lui. Ils ont pu l'identifier grâce à son tatouage sur le bras. On est remonté dans la voiture et le corps de mon père a été mis dans un autre véhicule. C'était comme si on me l'arrachait une deuxième fois. Désolée. Pardon. Ça m'a donné l'impression de le perdre à nouveau. On ignorait à quoi s'attendre. Une fois le corps de Malcolm découvert, les 3 agresseurs peuvent enfin être poursuivis pour meurtre et encourent la peine capitale. La date du procès est fixée. Le procès a commencé très vite, 2 jours après la découverte du corps. Le ministère de l'Intérieur britannique a collaboré avec les autorités thaïlandaises, ce qui a accéléré le processus. Ce pays fonctionne très différemment du nôtre. La Thaïlande ne gère pas du tout les choses de la même façon que l'Angleterre. Beaucoup de Britanniques partent en vacances en Thaïlande. Les autorités locales savent très bien que cette affaire aurait un impact négatif sur le tourisme et que les gens penseraient que ce n'est pas un pays sûr. Cette situation les a poussés à agir. Elles ont mobilisé toutes leurs ressources et ont fait leur possible pour obtenir des résultats rapidement. Le procès d'Exian, 19 ans, Ao, 18 ans, et Kao, 17 ans, démarre début avril 2009. J'étais très angoissée. Je voulais qu'on me perçoive comme quelqu'un qui avait fait tout ce qu'on lui avait demandé sans montrer de colère à l'égard de ces 3 garçons. Mais ça m'a mise mal à l'aise d'être aussi proche d'eux. J'aurais presque pu les toucher. Ma mère était à la barre, à quelques mètres d'eux. Elle leur faisait face. Je n'imagine pas ce qu'elle a dû ressentir à ce moment-là. J'étais très inquiète. Mes enfants étaient furieux après ce qui s'était passé. J'avais peur qu'ils décident de dire quelque chose au tribunal, alors qu'on était très proche de mes agresseurs. Bien que l'issue du procès semble prometteuse pour Lindy et sa famille, l'ambassade britannique doit s'assurer que les coutumes et protocoles judiciaires stricts du pays sont respectés. L'inverse serait considéré comme un outrage. On m'a demandé de ne surtout pas regarder les 3 garçons dans les yeux. Mais comment est-ce possible d'éviter le regard de 3 personnes habillées en orange et enchaînées, surtout quand elles ont tué votre père? Les 2 accusés les plus âgés, Exian et Ao, risquent la peine de mort. Pour Andrew Chent, c'est le moment ou jamais de recueillir leur version des faits. Je me suis rendu au tribunal pour m'adresser aux garçons. Mais je crois que le gardien voulait que l'affaire soit ébrutée, parce qu'il leur avait déjà parlé. Le plus âgé, Exian, a déjà avoué le meurtre de Malcolm. Je suis allé voir les 3 jeunes accusés dans leur cellule. Ils regrettaient leur acte. Exian n'arrivait pas à croire ce qu'il avait fait. Il était même prêt à mourir si c'était ce que souhaitait Lindy. Il a dit qu'il avait perdu l'esprit. Il ne comprenait pas comment il avait pu faire ça. À l'époque, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir de la peine pour eux. Surtout après m'avoir raconté ce qu'ils avaient subi au cours de leur vie. Ils ont avoué les faits et ont expliqué ce qu'ils essayaient de faire sur ce bateau. Ils n'avaient pas prévu de tuer ou de voler quelqu'un. Les accusés se sont rencontrés quand un bateau de pêche thaïlandais les a réduits en esclavage. Quand Exian m'a expliqué comment il avait été vendu comme esclave, je ne m'y attendais pas. Mais ce n'était pas vraiment une surprise. L'industrie de la pêche thaïlandaise est réputée pour être très violente. Je n'avais jamais entendu parler de ces bateaux d'esclaves. Ce qui est arrivé à ces garçons est affreux. Ils n'ont connu que la cruauté. De nos jours, on ne s'attend pas à ce que le trafic d'humains existe toujours. Mais c'est pourtant le cas, et c'est terrible. Et malheureusement, j'ai croisé le chemin de cette réalité. Les capitaines thaïlandais se rendent là où les Birmans sont tenus captifs. Ces migrants essaient d'entrer dans le pays, mais ils sont capturés avant.
Les capitaines paient leur caution et leur promettent un travail à bord de leur bateau ainsi qu'une vie relativement normale. Mais c'est un mensonge. Les migrants sont alors pris en otage sur les navires pendant des mois avec interdiction d'aller sur la terre ferme et sont traités comme des esclaves. Souhaitant fuir ces conditions inhumaines, les garçons tentent le tout pour le tout. Ils ont sauté du bateau et ont nagé vers une île sur laquelle ils voyaient de la lumière. Mais le courant les a contraints à changer de cap vers une île inhabitée. C'est là que leurs problèmes ont commencé. Ils sont restés coincés là-bas pendant 2 ou 3 jours sans aucune nourriture. Ils étaient désemparés. Ils n'ont eu d'autre choix que de dormir à la belle étoile et de se faire piquer par des moustiques et d'autres insectes. Ils repèrent alors le bateau de Malcolm et Lindy non loin. Je ne crois pas que ces garçons avaient l'intention de tuer qui que ce soit quand ils ont nagé vers le bateau. Ils ne pensaient qu'à trouver de la nourriture et de l'eau et à s'enfuir. Ils ont vu le canot à l'arrière du voilier et ils ont voulu le prendre. Mais malheureusement, Malcolm s'est réveillé quand ils sont montés à bord. 2 mondes diamétralement opposés sont alors entrés en collision. Le procès révèle les horreurs que Malcolm a dû endurer cette nuit-là. Ils lui ont infligé d'horribles sévices. Ils lui ont tranché la gorge, lui ont brisé des côtes et lui ont fracturé le crâne. Les détails de tout ce qu'il a subi ont été lus devant nous. On a visualisé la scène quand on a réalisé tout ce qu'il avait dû endurer. Il a vraiment souffert le martyre. Après cette tragique épreuve, Lindy attend des réponses de ses agresseurs. Ils semblaient avoir des remords. J'aimerais que ce soit le cas. Après tout, ce n'étaient que 3 jeunes garçons. Mais j'avais envie de leur dire, pourquoi ne pas nous avoir demandé de vous aider? Les 3 accusés sont reconnus coupables du meurtre de Malcolm. En Angleterre, c'est une chose qu'on ne verra jamais. Ces garçons ont été arrêtés, jugés et emprisonnés en moins d'1 mois. Pendant le procès, ils ont envisagé de les condamner à mort. Mais je ne voulais pas que ça arrive. L'un des garçons, le plus jeune, s'était montré gentil avec Lindy, surtout comparé aux autres. Il avait tenté de la rassurer, de ne pas trop serrer ses liens. Il avait fait attention à elle. À un moment, il m'a ramené une bouteille d'eau. Et quand j'étais inconsciente, il a essayé de me réveiller. Il m'a aussi massé les mains et les pieds pour essayer de soulager mes articulations. Quand j'ai repris connaissance, il m'a regardé et il s'est excusé. Je trouve que ça montre qu'il a tenté d'être bienveillant. Les 3 garçons sont condamnés en 2009. Après avoir plaidé coupable, les 2 plus âgés évitent une exécution et voient leur peine réduite à 25 ans de prison. Le mineur âgé de 17 ans, Kao, passera 7 ans en prison. C'est quoi la justice? Mon père s'est fait tuer. Il ne reviendra pas, on l'a perdu à jamais. On est obligé de vivre sans lui. Il était déjà trop tard, leur punition n'avait pas vraiment d'importance. C'est ma façon de voir les choses. Parce que tant qu'ils ne font plus de mal à personne, quelle différence ça fait? Mais ils auraient pu monter à bord du bateau et mon père aurait allumé le barbecue pour eux. Je sais que c'est ce qu'il aurait fait. Il leur aurait donné à manger. Il n'avait pas besoin de lui infliger toutes ces horreurs. Malcolm a pu obtenir justice. Les 2 plus âgés ont écopé de 25 ans d'incarcération. Personne ne voudrait passer autant de temps dans une prison thaïlandaise. La condamnation du mineur me paraît également juste. Puisqu'il était encore jeune, il avait le temps de changer de vie et de repasser sur le bon chemin après ces 7 années d'emprisonnement. J'espère juste qu'il ne s'est pas transformé en criminel encore plus dangereux. C'est l'une des histoires les plus marquantes que j'ai eu l'occasion de couvrir dans l'Asie du Sud-Est au cours de ma carrière. C'est incroyable. On dirait presque qu'elle sort d'un film. C'est le choc de 2 cultures et de 2 vies complètement opposées qui tournent au désastre. 2 semaines après le tragique meurtre de Malcolm, la famille rentre en Angleterre. À mon retour, je suis restée chez mon fils et sa femme pendant quelques jours. Je savais que je devais tenter de retrouver une vie aussi normale que possible.
Je ne voulais pas me lamenter sur mon sort et rester une victime. Et je sais que Malcolm ne l'aurait pas voulu non plus. Chaque nuit, je me demandais ce qui était arrivé à mon père. Mais comment réussir à aller de l'avant quand on l'a vraiment vécu? Ma mère était là, et elle en gardera le souvenir toute sa vie. Je pense qu'encore aujourd'hui, elle ne nous a pas tout dit. Je ne crois pas qu'il soit possible de se remettre d'une chose pareille. On apprend à vivre avec. Les obsèques de Malcolm ont été très émouvantes. Tous ses amis proches et nos enfants lui ont rendu hommage. Je suis retournée sur le bateau avec les cendres de Malcolm environ 6 mois après son décès. À l'époque, on avait mis le voilier en vente et il se trouvait dans une marina. On est monté à bord et on a dispersé ses cendres à l'intérieur et sur le pont. On voulait qu'il y repose à jamais. Depuis, j'ai vendu le bateau, mais une partie de Malcolm restera toujours sur le Mr. Bean. Quand on a quelqu'un de très présent et qui nous sert de pilier, comme c'était le cas de mon père, on se demande forcément comment il peut disparaître. Il était censé être à nos côtés pour toujours. C'était Superman. Il nous a quittés d'une manière absolument affreuse. La preuve, c'est qu'on en parle encore aujourd'hui. Pour nous, c'est un peu sa façon de nous dire « Je suis toujours là ». Je ne veux pas que mon histoire dissuade qui que ce soit de partir en mer, car c'est une expérience incroyable. J'ai passé 10 merveilleuses années sur ce voilier. Tous les pays du monde ont leurs dangers. Il faut le garder à l'esprit et rester prudent. Mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre nos rêves. Ce sont des choses qui arrivent partout. Malcolm restera à jamais dans mon cœur. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui. Je suis allée de l'avant, je suis heureuse aujourd'hui. Quand je m'inquiète ou que je m'énerve, je repense à lui. Je l'entends me dire « Ne sois pas bête ». Quand je veux me lancer dans quelque chose mais que je doute, je sais qu'il me dirait « N'hésite pas, vas-y, tu peux le faire, Lindy ». Sa voix est toujours à mes côtés.